Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions en Europe et le CAC 40 notamment, qui est solide avant le grand rendez-vous de la semaine, la réunion de la Réserve fédérale américaine qui commence demain avec une communication attendue mercredi soir. C'est l'événement de la semaine et qui pourra marquer également peut-être les prochaines semaines et la période estivale sur les marchés. Des marchés qui sont donc solides avec un CAC à plus de 6615 points en clôture ce soir. Parmi les mouvements sur les marchés actions, on peut noter le retour des valeurs green. Quand on regarde la performance du SBF 120, on voit les stars de la cote sur le domaine des énergies renouvelables, que ce soit Neoen, Albioma ou encore McPhy, qui sont en train de rebondir depuis quelques jours. Neoen s'offre un rebond d'un peu plus de 5%. Alors attention, ce sont des valeurs qui ont énormément progressé au cours de l'année 2020 et puis un coup d'arrêt brutal en début d'année avec l'explosion de la bulle verte, on peut le dire comme ça, puisque ces valeurs-là ont été divisées par deux grosso modo pour la plupart d'entre elles. Est-ce que c'est le redémarrage des valeurs vertes? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. La Fed, l'inflation, ce sont les sujets dont on parlera avec nos invités de Planète Marché évidemment dans quelques minutes. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, ce sera celui de l'ESG et comment le big data et l'intelligence artificielle vont permettre aux investisseurs, aux sociétés de gestion de filtrer les bruits et les signaux dans ce monde de la donnée ESG, des données ESG qui sont amenées évidemment à s'amplifier de plus en plus, que ce soit pour les investisseurs mais également du côté des émetteurs, des entreprises. Et c'est le responsable de la recherche d'Ociam qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Une séance positive pour le CAC 40 grâce à quelques poids lourds et notamment à Total Energy. Le résumé complet, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 clôture à 6616 points en hausse de 0,24%. La Bourse de Paris entame la semaine sur une note stable après avoir atteint en fin de semaine dernière un sommet de plus de 20 ans, motivé par l'optimisme et la politique monétaire accommodante de la BCE. Des divergences d'ailleurs au sein de la Banque centrale européenne quant à la fin du programme d'achat d'urgence face à la pandémie. Si Christine Lagarde, qui s'est confiée aux médias politico, estime qu'il est beaucoup trop tôt pour débattre de ces questions, ce n'est pas l'avis du gouverneur de la Banque centrale autrichienne Robert Holzmann. Il estime que le PEPP d'un montant de 1850 milliards d'euros doit s'arrêter comme prévu le 31 mars 2022, sauf nouvelle vague sévère d'infection au coronavirus. Demain commencera la réunion établie sur 2 jours du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Elle aboutira sur une décision attendue mercredi soir. La Banque centrale américaine devrait garder ses taux d'intérêt inchangés et maintenir le rythme de ses achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. La question reste néanmoins de savoir quel moment sera choisi pour enclencher le processus de tapering. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a mis en garde contre l'accélération des infections du variant Delta, aussi appelé variant indien. Il doit se prononcer quant à la levée des dernières restrictions sanitaires au Royaume-Uni à compter du 21 juin. Un report de 2 à 4 semaines est envisagé. S'agissant des statistiques, la production industrielle dans la zone euro pour le mois d'avril a augmenté de 0,8% contre une hausse attendue de 0,4%. Du côté des valeurs à suivre à présent, le fournisseur de services cloud français OVH a confirmé ce matin préparer une cotation sur Euronext Paris afin d'accélérer sa croissance. Une entrée en bourse qui, si les conditions de marché sont réunies, pourrait avoir lieu à l'automne prochain. Total Energy envisage de démarrer la production de pétrole sur ses champs de Tilenga en Ouganda d'ici 3 ans et demi. L'équipementier aéronautique Safran et GE Aviation, la branche aéronautique de General Electric, lance le programme technologique CFM Rise. Il doit permettre de développer de nouveaux moteurs 20% plus économes en carburant et moins polluants.
Canal+, filiale de Vivendi, a décidé de se retirer de la Ligue 1 de football, un choix qui s'impose après la décision de la Ligue professionnelle d'attribuer à Amazon la plus grande partie des droits de diffusion de la compétition. La société pharmaceutique Novavax a annoncé que son vaccin expérimental contre le Covid-19 était efficace à 90,4% pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les adultes. Ce sont les résultats d'une vaste étude clinique. Elon Musk a indiqué hier que Tesla accepterait de nouveau les paiements en Bitcoin lorsque le minage de la crypto-monnaie utilisera davantage d'énergie propre. Et puis place à l'agenda de la semaine. Aux États-Unis, ce mardi sera riche en indicateurs, avec notamment les ventes au détail, les prix à la production et l'indice Empire State. Alix Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous ce soir, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Bienvenue à Stéphane Déo qui nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management et Jean-Marie Mercadal est avec nous également pour cette discussion de marché. Bonsoir Jean-Marie. Merci d'être là. Vous êtes directeur des stratégies d'investissement d'Ophi Holding. L'événement de la semaine, évidemment, entre autres, ce sont les réunions de banque centrale. Il y en aura plusieurs, mais notamment celle de la Banque centrale américaine qui commence demain jusqu'à mercredi soir. Quelle peut être la tonalité du discours d'un Jérôme Powell qui se prêtera au jeu de la traditionnelle conférence de presse ce mercredi soir, Stéphane Déo, la Fed qui a vu déjà une manifestation importante de l'inflation sur le mois de mai, sur le mois d'avril, on a beaucoup commenté déjà ces chiffres, qui fait face également à un marché du travail alors qui est plein de bizarreries, mais qui recèle quand même visiblement quelques tensions, quand bien même il y a encore plusieurs millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé les emplois et leur emploi à proprement parler, et puis des conditions financières, des conditions de marché qui sont extrêmement positives. Comment est-ce que la Fed peut faire la balance de tous ces phénomènes ? Ouais, je pense qu'ils vont botter en touche et qu'ils vont essayer de gagner un petit peu de temps. Sur l'inflation, vous l'avez dit, on a eu des chiffres très élevés. On était à 5% le mois dernier. C'est clairement le pic. Il y a des effets de base qui vont ramener l'inflation assez basse. Donc ils vont nous dire, vous voyez, c'est des effets temporaires, etc. Moi, je suis un petit peu dubitatif pour tout un tas de raisons. Mais si vous regardez, j'ai un modèle qui prévoit l'inflation. Je reste au-dessus de 3% jusqu'à la fin de l'année. Donc vous avez quand même 9 mois de suite avec une inflation qui est supérieure à 3%. Je pense que le discours, vous inquiétez pas, c'est temporaire. C'est un discours qui est temporaire par définition. C'est que dans 9 mois, s'ils nous racontent la même chose, il va quand même y avoir des petits problèmes. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'ils peuvent continuer à dire. Sur le marché de l'emploi, c'est vrai, il y a des grosses bizarreries. Il y a un indicateur que j'aime bien, c'est les offres d'emploi moins les créations d'emplois. La différence entre les deux est à plus de 3 millions. Le précédent record sur les cycles précédents était quasiment à la moitié de ça. Donc il y a une dichotomie absolument monstrueuse entre les offres d'emploi et les créations. Il n'y a pas assez de... On n'arrive pas à trouver des personnes à employer. Donc il y a vraiment des signes de tension. Par contre, les salaires ne progressent pas encore de manière très nette. On commence à voir les choses frémir. Mais là aussi, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas à réagir immédiatement. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'ils ont tous les arguments pour attendre un petit peu. Ouais. Puis le consensus, c'est qu'à Jackson Hole, donc fin août, ou la réunion du FOMC de septembre, qui est le 20 septembre, si mes souvenirs sont bons, ils commenceraient à annoncer un tapering pour l'année prochaine. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas urgence, il n'y a pas de raison fondamentale de changer ce genre de timing. Si on revient quelques mois en arrière, Stéphane, il faut bien comprendre quand même, c'est un événement important, la Fed a changé sa stratégie. Oui. C'est-à-dire après des décennies de lutte contre l'inflation ou de stratégie désinflationniste, la Fed nous a dit au mois d'août dernier, après une revue stratégique qui a été menée pendant plus d'un an, nous a dit désormais l'inflation c'est plus notre sujet. Nous on veut faire tourner l'économie américaine à plein régime, au maximum de son potentiel. Quand on regarde les derniers records en termes de taux de chômage, on était tombé à 3,5%. Donc on peut imaginer que c'est dans ces eaux-là que la Fed se fixe des objectifs en matière de
de tension sur le marché du travail. On n'est pas du tout, on est autour de 6, sous les 6, je crois, sur le dernier rapport mensuel sur l'emploi. Vous dites, moi, mon modèle me donne 3% d'inflation tout au long de l'année. Est-ce que ça ne correspond pas exactement à la stratégie que cherche à appliquer la Réserve fédérale américaine depuis le mois d'août dernier? Si, complètement. Mais du coup, je ne vois pas pourquoi ils réagiraient. Donc, ils vont nous dire c'est temporaire, gagnons du temps, et puis petit à petit, on va avoir les anticipations qui vont glisser. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a beaucoup plus de pérennité dans le niveau d'inflation. C'est-à-dire que depuis Volcker, c'est-à-dire depuis les années 70, on nous dit l'inflation c'est mal, il faut faire baisser l'inflation. Et là, depuis un an, on nous dit mais non, finalement, l'inflation, on est arrivé à des niveaux qui sont trop bas. Il faut la faire remonter. Donc ça veut dire qu'en termes d'anticipation, vous changez complètement le mécanisme, parce que vous avez de l'inflation qui rebondit, vous avez une Fed qui vous dit oui, bon, on est à 5%, c'est pas grave. Il y a quelques années, tout le monde aurait sauté au plafond avec des chiffres comme ça. Donc, si dans un moment comme ça, elle ne nous montre pas qu'elle est capable d'aller jusqu'au bout de sa nouvelle stratégie, c'est retour à la case départ. Complètement. Et par contre, si effectivement il reste laxiste, ils vont dire, vous voyez, on a changé de stratégie, on le prouve, l'inflation est élevée, on ne réagit pas. Et donc là, vous avez les anticipations qui bougent. Et il y a de plus en plus d'études empiriques sur comment l'inflation évolue, etc. Vous avez parlé de big data après. Il y a beaucoup de big data qui est fait sur les prises de décision, etc. Et on comprend mieux la formation de l'inflation. Et les anticipations sont extrêmement importantes. Donc si vous avez à la fois de l'inflation élevée, une banque centrale qui vous dit « mais je suis ravi », c'est votre argument, « je suis ravi », elle est élevée, c'est ce que je voulais. Alors élevée, on est à 3%, on n'est pas à 10%. Non. Mais si on est à 3%, les anticipations vont se décaler, donc les salaires vont bouger, etc., etc. Et là, vous avez une inflation qui est beaucoup plus pérenne à un niveau plus élevé. Une fois de plus, on ne parle pas des années 70, c'est pas du 10, du 15. Mais au lieu d'avoir un petit 2, ce qu'on a eu depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire entre 1 et 2, on peut aller se balader à 3 et rester à 3 plus longtemps, en fait. Comment vous jugez la détermination de la Fed, Jean-Marie, à nous prouver justement pour la première fois dans son histoire qu'elle est déterminée à appliquer cette stratégie qui vise à cibler l'inflation en moyenne et à ne pas réagir dès que on commence à voir une inflation approcher les 2%. Alors, on n'a jamais autant parlé des banques centrales dans le débat public qu'au cours de cette crise. On a parlé d'argent magique. Dans tous les journaux de l'été dernier, on parlait d'où vient cet argent, alors qu'on nous disait avant qu'il n'y en avait pas. Donc, je pense que tout a changé. La logique de la Fed a changé. Et je dirais même la logique du remboursement de la dette américaine a changé aussi. Et les États-Unis, comme d'habitude, sont allés beaucoup plus vite que ce qu'on fait en Europe. Donc la logique de la Fed, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle a pris conscience qu'elle avait un rôle sociétal, plus qu'un rôle d'inflation. Donc je pense que demain, ils ne vont pas dire grand-chose, je suis assez d'accord. Ils diront peut-être quelque chose plus tard dans l'année si l'inflation perdure, mais pour l'instant, on ne sait pas, c'est juste des effets de base. Et puis deuxièmement, l'État américain a complètement changé et complètement sorti de la logique qu'on a ici en zone euro et de la logique allemande. On nous dit, maintenant, on a créé tellement de dettes que de toute façon, ce n'est pas en faisant de l'austérité qu'on va réussir à retrouver des niveaux de dette sur PIB, on va dire, convenables. Tant pis, on est à 120 de dette sur PIB, donc tant pis, maintenant, continuons, investissons à fond. Le but du jeu, c'est de faire augmenter la croissance potentielle du pays par les infrastructures, par l'économie verte, parce qu'il va falloir aller vers les 2 degrés, par le numérique, etc. Et puis, après, une fois qu'on aura augmenté la croissance potentielle du pays, on va dire maintenant que je vous ai augmenté que j'ai amélioré la société, maintenant je vais vous demander de payer plus d'impôts parce que vous avez des belles routes, vous avez un air plus pur, vous avez la 5G partout. Maintenant, il faut payer. Donc, du coup, c'est la logique allemande à l'inverse. Et donc, c'est ça qui va se passer. Et on peut se poser la question du rôle sociétal de la Banque centrale et, quelque part, d'une certaine forme de connivence. Enfin, connivence, c'est peut-être le mot, de coopération intelligente avec l'État. Parce que si on maintient des taux très bas pendant longtemps, voire si on contrôle un peu toute la courbe des taux sans vraiment le dire, du coup, on a des taux réels négatifs. Du coup, c'est indolore pour les dettes publiques. Et au final, sur le long terme, ça se résorbe tout seul, on a plus de croissance, on fait payer un peu plus d'impôts, et puis au fur et à mesure, cette dette, elle s'efface sur 10-15 ans, elle revient dans des niveaux, on va dire, convenables, autour de, 50% de dette sur PIB. Je pense que c'est ça la logique qui est en train de se passer. Les États-Unis sont partis à fond là-dedans. Le marché action, pour l'instant, il aime bien,
parce que les taux ne montent pas trop, la courbe est contrôlée, puis on augmente la croissance. Alors peut-être que le marché action se fâchera si un jour le marché obligataire se fâche, ou si un jour il y a trop d'impôts, trop d'interventionnisme de tous côtés. Et donc, on verra. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le marché, on voit bien que depuis quelques semaines, il ne fait plus grand-chose. Il a acheté le boom post-pandémique, il a acheté la réouverture. Et là, maintenant, il ne sait plus trop, il attend. Puis toutes ces logiques-là, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour avoir les réponses. Donc, mais vous dites la Fed, demain, ou après-demain, ça s'affaiblirait d'une certaine manière si elle commençait à accélérer la réduction de son accommodation en signalant un tapering un peu plus rapide que prévu, parce qu'on a eu 2 chiffres d'inflation un peu importants. Oui, tout à fait. Parce que là, aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a un an, c'était quand même la cata mondiale. Donc, du coup, l'effet des... Alors, on ne sait pas si c'est transitoire ou pas. Pour l'instant, on peut dire que c'est vraiment transitoire parce que les effets de base sont énormes par rapport à une année de comparaison l'année dernière où c'était la catastrophe. Mais après, si on revient vers des relocalisations, puis il va falloir la payer aussi, cette transition énergétique et tout. Donc, peut-être que ça va faire de l'inflation plus structurelle, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et de toute façon, la Fed, aujourd'hui, ne peut pas trop changer de discours. Sinon, elle deviendrait, je suis complètement d'accord, elle deviendrait plus crédible par rapport à ce qu'elle nous a expliqué il y a 6 mois, 9 mois. Bon, François Chollet, comment vous évaluez la situation là, entre une Fed visiblement qui est prête à encore pousser au maximum les feux et sa politique monétaire pendant un certain temps? Je partage l'opinion qu'il n'y aura pas de changement à très court terme de l'attitude de la Fed ou du discours de la Fed. Donc là-dessus, c'est partagé. De toute façon, ils n'ont pas le choix. On est tous coincés avec ces montagnes de dettes qu'il faut plus ou moins apurer ou laisser glisser à des taux de rendement réels négatifs. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose qui est de nature à changer. L'indépendance de la Banque centrale est à questionner, effectivement, parce que la Banque centrale a un rôle éminemment politique aux États-Unis, où c'est vraiment, au-delà du mandat que nous connaissons, nous, en Europe, de l'inflation, le mandat concernant l'emploi, par exemple, ou la stabilité qui est engagée par la Réserve fédérale américaine dans toutes ses missions, et elle est utilisée à plein. C'était un rêve de Donald Trump, c'est une réalité aujourd'hui qui est en marche, et qui montre que, effectivement, on peut bénéficier d'une banque centrale qui est proactive et réactive face à des événements économiques. On peut aussi remercier ce qui se passe aux États-Unis, parce que d'abord, on en bénéficie. Ces plans de relance américains, ces taux bas, etc., sont quand même des choses qui bénéficient aussi à l'Europe. Le surcroît de croissance qui sera généré par la relance américaine, il sera, à mon sens, tout à fait significatif sur les chiffres macroéconomiques européens. Et puis, ce qui est assez frappant, et je crois que là-dessus, c'est pour terminer sur ce sujet, on a une publication qui était bien au-dessus des attentes en termes d'inflation, et on a eu une réaction sur les taux complètement inverse à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire la mauvaise nouvelle est devenue une bonne nouvelle. C'est quoi le narratif derrière? Quelle est la lecture que vous faites de la baisse depuis un mois maintenant des anticipations d'inflation aux États-Unis et des taux longs, sachant que ces anticipations et ces taux ont énormément remonté depuis l'automne 2020. Donc il faut pas, ça s'inscrit dans un mouvement de reflation qui a été très fort déjà. Quand les bonnes nouvelles arrivent, on s'inquiète moins et on se pose moins la question du pourquoi. On a plutôt tendance à en profiter. Non, clairement, je pense que les taux sont aujourd'hui administrés et que les banques centrales sont les gros acteurs de la courbe des taux, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a assisté à cela, parce que je ne vois pas, d'un point de vue de marché, des anticipations qui auraient pu faire que le mouvement se passe dans ce sens-là. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez ouvert, parce que, pour le coup, c'est assez subjectif. Que les taux soient contrôlés par la Fed, avec en plus des phénomènes un peu saisonniers sur les marchés obligataires, les émissions du Trésor, etc. Mais les anticipations d'inflation, Stéphane, elles sont libres. Ces anticipations d'inflation, elles reculent de 25 points de base depuis un mois, encore une fois. Oui, mais je pense que, pour revenir sur ce qui a été dit, il y a beaucoup de raisons techniques. Pourquoi ? Parce que la Fed achète 80 milliards par mois. Les émissions du Trésor ont beaucoup baissé depuis un mois. Donc, en fait, vous avez une demande qui est très forte, parce que la demande de la Fed est à peu près stable, et une offre qui est assez basse. L'autre point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le Trésor américain avait énormément de liquidités, 1600 milliards, grosso modo, ce qui est absolument phénoménal. Et il a utilisé plus de 1000 milliards de ces liquidités déjà. Donc, vous avez une pénurie de T-bills, c'est-à-dire les papiers très courts.
J'avais regardé il y a une semaine ou deux sur les 41 T-bills cotés, il y en avait 14 qui étaient en taux négatif. Donc il y a une vraie pénurie sur la partie courte. Les déficits n'ont jamais été aussi importants. Et vous avez des taux Et négatifs. paradoxalement, on a un manque de papier sur vous le avez pas marché, assez de un manque de papier papier sur le- obligataire sur pour le les cours. investisseurs Donc, sur le quand vous marché. tirez le cours aussi bas, forcément, ça a un impact sur le reste. Vous voyez, tout ça, c'est des histoires très techniques, D'accord. très tactiques. Vous ne Après- mettriez pas un narratif fondamental derrière Moi, je suis ce quand même reflux depuis un mois J'ai des... quand même un petit problème, c'est que je trouve que le marché n'est pas d'accord avec lui-même, parce que vous avez des anticipations d'inflation qui sont, je vous le fais à la louche, à 2,5 à peu près sur 10 ans, et puis vous avez des taux d'intérêt à 1,5. Je suis désolé, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas les deux en même temps. Parce que si vous avez 2,5 d'inflation, c'est-à-dire des chiffres, comme on le disait, qui stabilisent au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed pendant 10 ans, très bien, je veux bien. Mais alors, le taux à 10 ans, il ne peut pas rester à 1,5 très longtemps. Soit le 1,5 est juste, mais alors c'est qu'il y a un problème sur l'inflation. Vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Soit le 1,50 sur le 10 ans américain est juste, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on revient trop très vite dans d'inflation. un scénario assez médiocre, voire de stagnation séculaire qui prévalait Et c'est les auparavant. anticipations d'inflation Soit les qui ont- anticipations ont raison, Et et là, là, l'ajustement des taux longs n'est pas fini. Et donc, il y a un des deux côtés qui doit lâcher à un moment donné. Bon, pour l'instant, ça tient à cause de ces raisons techniques, l'afflux de liquidités. Il y a un moment où ça va lâcher. Et votre sentiment, c'est que ça lâchera plutôt vers le nord, quoi. En fait, on a vu ça en janvier déjà. Il y avait cette même chose. Et oui, ça a lâché vers le nord. Ce qui s'est passé, c'est que tout Donc à d'un la coup, le hausse. marché s'est dit mais attendez, pas impossible que la Fed monte les taux. Du coup, on a repricé les anticipations d'hausse des taux. Et en même temps, les taux réels ont remonté. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer un peu plus tard. Après, c'est pas la semaine prochaine. Mais d'ici la fin de l'année, c'est très probable, oui. François ? Ça a beaucoup joué. D'abord, on a déjà vu quasiment un 90, je crois, sur le 10 ans US au premier semestre. Et d'ailleurs, à un niveau où beaucoup pensaient qu'on serait au 30 juin plutôt de 2,50, que ce serait plutôt raisonnable d'être là. Force est de constater qu'on est plutôt 100 points de base en dessous, et donc une réaction assez étonnante. En Europe, de la même façon, suite à ces annonces-là, on aurait pu imaginer qu'il y ait des écartements, etc. Et là aussi, le rôle de la Banque Centrale Européenne dans ses achats hebdomadaires, c'est 19 milliards de rythme hebdomadaire, donc c'est quasiment plus que les émissions actuelles des pays de la zone euro. C'est une manipulation des taux qui est assez historique aussi, et on ne peut pas imaginer que ça reflète la réalité économique des sous-jacents. Il n'empêche que ça a été, dans un premier moment du trimestre, favorable à un rebond value. Les valeurs de croissance étaient déjà sur des multiples de valorisation élevés, et cette remontée des taux 10 ans commençait à poser des problèmes de valorisation aux valeurs de croissance. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le marché non seulement tient, mais tient aussi avec aussi des parcours positifs de valeurs qui étaient des valeurs de croissance, qui recommencent à contribuer dans les indices à ce que... Depuis un mois, la tech est redevenue leader sur les marchés. Le Nasdaq, mais le Stock 600 Tech aussi Tout à fait, en mais Europe. depuis un mois glissant, contrairement à ce qu'on peut avoir en tête, la value a sous-performé les valeurs de croissance. Oui, c'est ça. Redites-moi. Depuis Sur le mois qui vient de s'écouler, Oui. Oui, c'est ce que les je dis. thématiques c'est ça. value qui Oui, étaient bien sûr. en tête La des palmarès croissance et la tech a repris a fait moins bien que les valeurs de croissance. Ouais, ça suit la baisse des taux. Jean-Marie ? Comme elles sont valorisées beaucoup plus cher, et que, donc du coup beaucoup plus sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Donc du coup, là, comme les taux rebaissent depuis un mois et demi, et donc du coup les valeurs de croissance repartent. Puis il y en a qui avaient beaucoup baissé, notamment. Non, mais d'où ma question toujours sur la Fed. Est-ce qu'elle est vraiment crédible et déterminée ? En tout cas, est-ce que le marché ne se met pas à douter de la détermination de la Fed ? Parce que là, on revient dans le scénario Goldilocks de les taux resteront bas, l'inflation sera absente, et donc du coup, j'achète la tech, j'achète le Nasdaq et j'achète tout ce qui profite des Je taux crois bas. que le marché, il croit comme la Fed que l'inflation sera temporaire. C'est pour ça que les anticipations sont de 2,5, donc c'est cohérent sur le long terme, avec une inflation qui remonte ponctuellement. Le marché a peur de la Fed parce qu'il ne veut pas se mettre short face à une banque centrale qui a des moyens illimités. Et puis peut-être que le marché se dit aussi, ça c'est pas encore trop, mais là on a fait un rebond très violent lié à la réouverture, mais peut-être qu'on va ralentir un peu. Ça, on ne sait pas encore. Pour l'instant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas trop. Donc, Est-ce que le marché commence aussi à s'interroger peut-être sur le degré de relance aux États-Unis sur les prochaines années ? Les plans de soutien, les plans d'urgence, ça y est, c'est en place, les chèques aux ménages, tout ça, c'est bien. J'imagine que c'est quand même bien dans les prix, bien dans les cours et dans les statistiques. Mais quand on parle du plan Build Back Better, quand on parle des infrastructures, quand on parle de la politique familiale, est-ce que le marché intègre l'idée que peut-être les discussions au Congrès vont forcément réduire
réduire le montant de soutien budgétaire que l'État américain mettra sur la table sur les 5, 6, 7, 8, 10 prochaines années. On reste quand même sur des montants qui sont très très importants. C'est-à-dire que vous avez déjà retrouvé le niveau de production d'avant-crise dans la plupart des secteurs à l'heure actuelle. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment le problème, ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on risque d'avoir de nouveaux plans de relance l'année prochaine qui ne sont pas financés, enfin, qui sont officiellement financés, mais on va s'apercevoir que finalement les revenus ne sont pas à la hauteur. Enfin, pour on moi, comprend que l'impôt ne financera pas tout. Non, Oui, exactement. c'est ça. Du coup, ça veut dire que le déficit va être un peu plus élevé qu'attendu. Et ça, c'est un vrai problème pour la Fed, parce qu'on parle beaucoup de marché de l'emploi, d'inflation. Je rappelle que le déficit public, c'est à peu près 4 000 milliards à l'heure actuelle. À quelques dizaines de milliards près, entre amis. La Fed le Trésor, avait 1 000 milliards de liquidités qu'il utilise, donc ça fait 3 000 milliards à financer. Le marché n'y arrive pas. C'est pas possible. Donc, le QE est impossible à couper d'ici la fin de l'année. On fait l'hypothèse que l'année prochaine, le déficit tombe à 1 000 milliards. Et donc là, vous faites un tapering, c'est-à-dire que vous réduisez vos achats, la Fed réduit ses achats. 1 000 milliards, c'est absorbable par le marché. Si par contre, il y a un plan Biden qui passe et que c'est 2 000 ou 2 500 ou 3 000 milliards, ce qui n'est pas du tout impossible, là, l'histoire du tapering va être beaucoup plus compliquée. Moi, sur mes chiffres, le secteur privé de manière générale, avec les étrangers, etc., ça arrive à absorber 1 000 milliards par an. Au-delà, ça devient très, très compliqué. Donc, on peut très bien se retrouver avec une situation où vous avez de l'inflation, vous êtes en plein emploi, et tout va très bien. Et on ne peut pas faire de tapering. Donc c'est une raison de plus pour que la Fed n'aille pas trop vite en se liant les mains et en annonçant trop vite un calendrier de réduction de ses achats. Complètement. Et puis il y a l'histoire. On a vu en septembre 2018 que c'était compliqué quand les montants des liquidités commençaient à s'assécher sur les marchés. On a vu la réaction qui a été quand même violente. Et je pense que la Fed a bien compris que la transmission de changement de politique monétaire était très rapidement mal interprétée par le marché. Et ça avait quand même douché toutes les performances indiciaires en 2018 d'une manière sévère. Donc je suis certain d'une chose, c'est que c'est à considérer largement dans l'impact que ça peut avoir sur les indices. Jean-Marie, si on redit un mot de la BCE, alors cette semaine il y a beaucoup de réunions de banques centrales, la principale c'est la Fed bien sûr, mais il y a aussi la Banque de Norvège, je crois, en zone euro, qui est un peu plus agressive que d'autres, peut-être sur l'idée d'une remontée des taux. Il y a la Banque suisse, il y a la Banque du Brésil, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon également en fin de semaine. Bon, on n'attend pas de la Banque du Japon qu'elle tienne un discours très restrictif. Si on revient juste d'un mot sur la BCE qui se réunissait la semaine dernière, vous disiez, Jean-Marie, pour l'instant, elle fait le job, il n'y a pas de souci. On regarde les nouvelles projections économiques du staff de la BCE. 3 ans après la pandémie, au 4e trimestre 2023, l'économie de la zone euro sera encore près de 3 points en dessous de sa tendance pré-Covid. Est-ce que c'est ça, faire le job ? Et elle n'a pas encore fini de réfléchir sur sa vocation, mais c'est tout. Alors elle nous avait dit, Christine Lagarde, quand elle est arrivée, qu'elle remettait un plan stratégique sur la vocation de la BCE. Bon, on attend toujours les conclusions, mais c'est pas étonnant parce que de toute façon, on est toujours dans le même problème en zone euro, c'est que les pays sont pas d'accord entre eux. Donc, entre la logique, on va dire, allemande et la logique latine, on n'est pas du tout d'accord. Donc, c'est difficile d'avoir une politique quelque part consensuelle pour la BCE. Donc, elle a fait le job. Pour l'instant, bon, elle maintient un peu les équilibres. Mais la logique voudrait se poser la question, c'est quoi ? Est-ce que c'est que l'inflation ou c'est un niveau de plein emploi ou c'est un taux de croissance et tout ? Bon, ça... Pour l'instant, la BCE est un peu dans l'inconnu parce qu'il n'y a pas vraiment d'unanimité sur sa vocation. Et puis, sur la croissance européenne, c'est pas étonnant quand on voit, par exemple, que la première capi européenne, c'est LVMH, 350 milliards, c'est quand même Louis Vuitton, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 100 ans. C'est la première capi de la zone de 500 millions de consommateurs. Alors qu'on regarde les grandes capis chinoises ou les grandes capis américaines, on n'a que de la techno, on a de l'économie numérique, digitale, quelque part des entreprises qui ont énormément bénéficié de tous les confinements et de toute cette logique des nouvelles technologies. Donc, bon, voilà, encore une fois, c'est... Et puis, en zone euro, le plan de relance qu'on a, il est ridicule par rapport au plan de relance américain.
Donc du coup, pour les mêmes raisons, c'est qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on doit faire. C'est Donc, cohérent, du coup, c'est-à-dire que vous n'êtes pas surpris avec ce qui est mis sur la table, le capital politique tel qu'il est investi aujourd'hui en zone euro, vous n'êtes pas surpris le plan de ce que ça donne en termes de projection. Et en plus, en termes d'implémentation du plan de relance qui a été décidé, il n'est même pas encore vraiment effectif. Ça arrive, je crois qu'on est en train de lever la dette, les euros vont arriver, les 40 milliards pour la France. C'est petit, on n'est toujours pas d'accord, on a un marché fragmenté, avec des réglementations locales et tout, et puis des pays qui vont vraiment pas être d'accord dans les années qui viennent. Et donc on verra aux élections allemandes en mois de septembre, ça va être un événement important de l'année prochaine, savoir si les Allemands acceptent d'abandonner ce dogme du déficit, parce que sinon, nous, comment on va faire la France avec 120% ou de l'équilibre plutôt, ou d'équilibre, oui, d'équilibre. Donc on a un vrai problème de construction de la monnaie euro. Et ça, du coup, tant qu'on est comme ça, je vois pas comment on pourra aller plus vite que les autres, quoi. Alors, on n'est pas catastrophique non plus, mais comparé par rapport aux États-Unis ou même en Chine, c'est plus compliqué, plus long. Voilà. Bon. Est-ce que les montants sont trop petits? J'en sais en tout cas toujours le sentiment que ça va pas assez vite sans s'apesantir trop longtemps sur la zone euro. Mais c'est vrai que, encore une fois, il y a un an, il y avait cet enthousiasme, ce moment hamiltonien, Macron-Merkel, le plan de relance, la dette commune. On se disait, tiens, cette fois, cette crise, les leçons des crises précédentes ont été retenues. On ne commettra pas les mêmes erreurs, les mêmes débats trop rapides, prématurés dans les sorties de crise avec toujours les mêmes lignes de fracture. Je suis d'accord que de ce point de vue-là, ça n'a pas changé, mais on a l'impression qu'on revient quand même très très vite sur ces sujets. Est-ce que vous êtes surpris ou pas, Stéphane, de la manière dont ça se déroule? Moi, je vous trouve un peu vache. Un peu sévère. Non, mais vous avez le droit. Mais, si je puis me permettre. Non, mais n'hésitez pas. Non, si vous voulez, il y a 10 ans, en 2009-2010, on a eu une crise, des déficits qui ont beaucoup progressé. On a sauté sur les freins. C'est-à-dire qu'on a dit les déficits sont beaucoup trop importants, il faut les réduire tout de suite. Donc quand vous faites un resserrement budgétaire en pleine crise, en général, ça ne se passe pas très très bien et on connaît la suite. Là, on a quand même des déficits qui sont à 2 chiffres dans pas mal de pays. La Commission européenne a dit, très bien, je regarde ailleurs. La Commission européenne a aussi dit, l'année prochaine, vous avez le droit de continuer. Donc, ce n'est pas du one-off, c'est 2 ans. On a un plan commun de 750 milliards, alors qu'en 2009-2010, les plans communs, c'était même pas, comme dirait la Fed, on ne commençait pas à penser à y penser. Donc, il y a quand même des grosses avancées. Après, c'est comme d'habitude en Europe, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. Donc, on peut... Ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste, vous regardez le moitié plein ou le moitié vide. Mais je trouve que la réaction à cette crise a quand même été absolument différente de la précédente. Et en politique monétaire aussi. Juste un chiffre. Vous avez la crise en 2008, la BCE commence son QI en 2015, il faut attendre 2016 pour arriver à 1000 milliards de QI. Donc une dizaine d'années entre le début de la crise et les 1000 milliards. Là, il a fallu 9 ou 10 mois de mémoire. Ouais. Donc, on a fait et je me trompe peut-être d'un mois ou deux, on a fait en 12 mois ce qu'on avait fait en 10 ans. Donc, peut-être qu'il aurait fallu le faire en 15 jours. Et est-ce que ça... Si on a appris des crises précédentes, comment on explique que, encore une fois, horizon 2023, on sont encore 3 points en dessous de la tendance pré-Covid, quoi. Ça, c'est le verre à moitié vide. C'est que c'est très très bien ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on avait fait. Au lieu de sauter sur les freins, on appuie sur l'accélérateur. Mais peut-être qu'il faudrait y aller plus franchement. Tout ça, Marie. Oui, mais je suis d'accord. On a été mieux qu'en 2008-2009. Enfin, on n'aura pas pu faire tellement pire qu'en 2008-2009. Mais là, on va arriver. On accepte des déficits 1 an, 2 ans. Mais à un moment donné, on va dire maintenant qu'il y a la croissance qui est revenue, on refait des politiques budgétaires. Ça va revenir très vite, cette pression. La paix sociale en Europe demande une discipline fiscale et budgétaire. C'est la tribune de Wolfgang Schäuble la semaine dernière dans le Financial Times. Ça commence. Alors que aujourd'hui, dans l'état de la société française, c'est impossible de revenir à une politique d'austérité. Sinon, on a encore les gilets jaunes, on a tout le monde. On recommence. Oui. Bon, l'élection présidentielle, pour l'instant, nous préserve de ce budgétaire trop restrictive. Si vous avez quelques commentaires à apporter, puis allons-y sur le marché aussi. Les marchés européens, on peut débattre de la trajectoire européenne. On est au plus haut en Europe sur les marchés boursiers. Oui, sur l'Europe. D'abord, on va bénéficier évidemment de la rapidité et de l'ampleur des plans de relance américains, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est
au moins eux sont là, ils sont déjà lancés. Voilà. On importe de l'inflation également. Mine de rien, c'est pas mal pour nous, je trouve, en tout cas. Surtout si on arrive à maintenir du coup des taux réels très bas dans la durée. On a un système financier qui se porte pas mal. On l'a empêché de verser des dividendes tout au long de l'année dernière. On a reconstitué des provisions certaines. Et on s'aperçoit, notamment au premier trimestre de cette année, qu'il y a beaucoup plus de reprises de provisions que de nouvelles provisions constituées par les établissements bancaires européens. Donc ça ouvre la porte quand même à la fois à un secteur financier en capacité de développer son crédit, mais aussi après coup à rémunérer ses actionnaires. Et on voit bien d'ailleurs que le secteur bancaire n'a plus du tout la même tête qu'il n'avait ne serait-ce que l'année dernière. Ça, c'est plutôt de bon augure pour les fondamentaux d'une reprise économique où on accompagne les acteurs dans l'investissement et dans l'emprunt, notamment immobilier. Après, faut être très clair, le marché est le marché action et le marché obligataire du coup, mais on en a parlé avant, mais le marché action reste extrêmement bienveillant vis-à-vis de tous ces chiffres. C'est-à-dire que clairement, on regarde des marchés actions qui sont absolument sur des niveaux déjà élevés, quel que soit le métrique que l'on puisse regarder en termes de valorisation, mais surtout, ils font fi de toutes les mauvaises nouvelles. Ils semblent totalement déconnectés de la réalité, et en ne se basant que sur des flux, et en se basant sur des liquidités qui restent tout à fait impressionnantes. Et dans ce contexte-là, vous dites qu'il faut écouter quel cerveau quand on est gérant, François. Il faut quand même se dire, comme vous dites, et j'ai l'impression que vous êtes un peu méfiant peut-être sur la capacité du marché à aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est ce que je comprends ou En tant que gérant sous le mandat, la première des choses, c'est quand même d'ajuster le risque qu'on fait porter à nos clients. Les clients nous confient un niveau de risque. Celui-ci s'est beaucoup déformé en l'espace d'une année. Il est de très bonne gestion que de considérer que le risque que nous avions signé avec nos clients doit être maintenu et on ne doit pas se laisser déborder par les performances qui sont embarquées par notre gestion. Donc clairement, on a des poches de gestion qui ont fait des performances à 2 chiffres. Eh bien, il faut corriger de façon à ne pas porter plus de risques aujourd'hui sur des marchés très élevés que nous n'avions quand les marchés étaient plus bas. Premier réflexe de base. Deuxièmement, c'est de dire l'image du pilote vous naviguez avec une météo qui est très bonne. Il fait très beau, il fait chaud, il n'y a pas de vent, tout va bien, vous pouvez déployer toutes les voiles possibles. Est-ce qu'il faut commencer à mettre un tourmentin sur un bateau alors que les conditions restent excellentes et que vous ne voyez pas de nuages à l'horizon? La réponse est non. On attend qu'il y ait effectivement des premiers signes annonciateurs de quelque chose, un peu de volatilité, des mouvements un peu erratiques, quelque chose qui vienne perturber la lecture que nous avons des marchés. Mais il n'y a pas de raison d'anticiper cela. Et pour l'instant, il s'avère qu'on se laisse porter depuis le début de l'année. Et d'une manière plutôt heureuse quand on regarde les performances qu'on est capable de produire du coup. Le risque est encore plutôt à la hausse, d'une certaine manière. Le risque, il est surtout d'anticiper quelque chose dont on n'a pas forcément aujourd'hui, si ce n'est par une vision simplement de valorisation. Mais on sait bien que les revalorisations, c'est quand même relatif. C'est lié à la confiance, c'est lié à des comparables, des métriques qu'on peut regarder. Donc on aura au mois de juillet des chiffres qui vont être absolument éblouissants. Enfin, je veux dire, soyons clairs. Parce que les chiffres d'entreprise, les résultats d'entreprise. De la part des entreprises, je ne vois pas ce qui pourrait être négatif dans les communications en juillet. Et donc, l'idée, c'est peut-être se laisser porter. Alors, il ne faut pas être complètement fou, mais voilà, on corrige les excès, on réaligne les portefeuilles. Peut-être qu'il y a des zones à privilégier qui ont pris du retard. Peut-être qu'on peut être actif aussi sur les styles de gestion. Typiquement, on a eu un très beau rattrapage value. Ça fait maintenant plusieurs mois, puisque c'est depuis à peu près octobre dernier qu'on a ce rattrapage, voire un rallye de forte cyclique. Peut-être qu'on peut commencer à rééquilibrer tout ça et revenir sur des belles valeurs de croissance. Mais globalement, nous, dans les arbitrages que nous avons réalisés depuis quelques semaines, sur la partie action, je vais laisser de côté la partie taux, effectivement, est allé chercher un peu de Chine que nous n'avions pas forcément au-delà de fonds émergents dans les portefeuilles. On est allé chercher des choses qui étaient un peu en retard, peut-être repondérer un peu le Japon, qui là aussi est sur des métriques qui sont encore raisonnables et qui n'ont pas forcément participé autant à la fête, et puis peut-être juste écréter des gains que nous avons réalisés sur les marchés. Mais je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui pour prendre de la protection, pour aller acheter des choses parce qu'on nous en voudrait de sortir d'un marché qui, pour l'instant, est toujours porteur. Ouais. Que dit le stratégiste d'Ostrom AM, Stéphane Déhaut? Un peu la même histoire, avec des mots un peu différents, mais c'est la même idée. Si vous regardez la saison des résultats qui vient de passer, c'est assez intéressant, je trouve, parce que
Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des publications très bonnes au-dessus des attentes, et le marché ne paye pas pour ça. Enfin, elles montaient, mais très très peu. Par contre, celles qui décevaient étaient très très pénalisées. Il y avait une réaction qui était asymétrique. Ça, c'est typique d'un marché qui est très optimiste. Parce que vous lui donnez une bonne nouvelle, il vous dit oui, je sais, d'ailleurs, c'est déjà dans les prix. Vous lui donnez une mauvaise nouvelle, il va corriger. Et donc, vous avez cette réaction qui est très très asymétrique. Et c'est un peu comme ça que je vois le marché sur les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'on a une économie qui rebondit. Je pense que les chiffres macro vont être très bons parce que c'est l'élastique qui se détend. Donc, ça va conforter les marchés. Par contre, c'est vrai qu'on est sur des valorisations qui sont tendues. C'est difficile d'aller beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, je pense qu'il y a une très forte probabilité qu'on continue à glisser gentiment vers le haut. Et puis, il y a une faible probabilité que quelque chose casse. Alors, honnêtement, je n'ai pas d'histoire qui me convaincre complètement, mais ça peut être un variant, ça peut être une erreur de politique monétaire. Si on se trompe sur la Fed, s'ils nous disent non, c'est affreux, l'inflation à 5%, on va monter les taux. J'ai du mal à raconter une histoire comme ça. Par contre, il y a un sujet que je trouve intéressant, c'est on regarde beaucoup le VIX, vous savez, qui est l'indicateur de surprise et de peur des marchés, qui est très très bas. Donc le VIX vous dit, il n'y a aucun problème, tout va très bien, on a de la visibilité, etc. Il y a un autre indicateur qu'on regarde moins qui s'appelle le skew. C'est la même idée, c'est le VIX, mais pour les mouvements extrêmes. Vendredi dernier, il était au plus haut historique. Donc en gros, le marché vous dit, sur le scénario central, en gros, on est tous d'accord, ça rebondit, tout va bien, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Mais on a très très peur d'un signe noir, c'est-à-dire à un moment donné, d'avoir quelque chose qui casse. Une rupture. Une rupture, voilà. Et donc c'est assez paradoxal. C'est à la fois vous êtes assez confiant sur votre scénario central et vous dites, mon Dieu, si ça casse, ça va être vraiment très très dur. On a beaucoup de... Pardon, excusez-moi. Du coup, il faut faire attention à ne pas lire les marchés comme trop euphoriques, trop complaisants non plus. Il y a quand même... il y a de la méfiance. De méfiance sous-jacente qu'il ne faut pas complètement... évaluer. Et tant mieux. Ce que je veux dire, c'est tant mieux pour la pérennité, la solidité de ce marché. C'est ça. Et ça traduit aussi une demande de la part des investisseurs et surtout une offre de la part des brokers et des structureurs de produits financiers de protection, non pas sur un pic de vol ou sur une correction de 7 à 10%, mais bien d'achat de put très loin pour essayer de venir... protéger des portefeuilles sur des baisses très marquées. Et c'est un engouement et un bruit qui court depuis plusieurs semaines sur les marchés, puisqu'on s'est proposé très régulièrement aux gérants qui sont pour la plupart très investis. Mais sur des horizons de temps assez lointains, pas pour les prochaines semaines. C'est moins semaines. sur l'horizon de temps qu'il s'agit que de l'ampleur d'une baisse rapide. D'accord. C'est-à-dire vraiment... Très loin par rapport aux 6600 points, par exemple, du CAC. Voilà. C'est ça, on va mettre des protections, mais sous les 6000 points. On fait ça, c'est du moins 20 rapide. Voilà. Mais il ne faut pas se tromper sur le timing, parce que quand on fait ça, si on attend trop longtemps, après ça rebaisse et on n'a rien gagné. Donc il faut faire super attention à ce genre de produit. J'ai dit qu'on nous l'avait proposé, j'ai pas dit que nous l'avons accepté. Je dis qu'il faut faire très attention, c'est très subtil. Bon, Jean-Marie, pour conclure avec vous, allez-y, gardez la parole. Où est-ce qu'on a envie d'être investi correctement aujourd'hui? Je dirais, premièrement, toutes les bonnes nouvelles de la réouverture sont largement dans les cours. Donc, réduire un peu le risque en réduisant les allocations à actions. Je ne veux pas dire de sortir tout, je suis assez d'accord pour l'instant, mais revenons à des positions beaucoup plus neutres. Rééquilibrons la value, prenons un peu de bénéfice sur la value cyclique qui a largement bien monté et rattrapé une bonne partie. La value est devenue chère, là Je dirais pas cher, je dis qu'elle a fait un bon mouvement de rattrapage et ça vaut le coup de le réduire un peu. Et d'être beaucoup plus équilibré, plus vers le stock picking d'ailleurs qu'un style particulier. Parce que, la réouverture est dans le marché, puis un jour ou l'autre, on va se poser la question de comment on va payer cette facture. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop comment, si c'est parce qu'il y aura d'inflation, si c'est parce que les banques centrales vont tout contrôler ou pas, donc il peut y avoir une erreur de politique monétaire, ou si, et ça je pense que le marché n'a pas encore pris en compte le fait que les impôts vont finir par monter, voire même que les États vont prendre du contrôle un peu dans ce monde et qui est allé peut-être un peu trop loin, notamment sur les GAFA, etc. Si on commence à revenir dans un monde où on contrôle beaucoup de choses, c'est un peu 40 ans de libéralisme qui a été très bon pour les marchés qui arrive un peu donc on est à une espèce de période où on va vraiment se poser des questions, mais aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas les réponses. Donc on peut juste dire, on reste réduisant un peu le risque, on va voir, parce que de toute façon, on a déjà fait un beau parcours et on verra bien. Donc,
Ben bon, on en reparlera la prochaine fois. Ah mais avec grand plaisir. Non, mais c'est une discussion permanente et continue autour de cette table. Et pour finir, pour conclure, Jean-Marie. Soyons antifragiles. Je suis assez d'accord. Diversifier au max, aller vers des actifs émergents, notamment une devise chinoise, parce que attention que l'Europe ne se paye pas en plus une baisse du dollar trop forte. Hein. Donc équilibrons les monnaies, équilibrons les zones, les classes d'actifs, peut-être un peu d'or. Nous on aime bien les métaux précieux. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos remarques, votre analyse de marché à ce stade, avant la réunion de la Réserve fédérale américaine, donc qui commence demain. Ce sera l'événement de la semaine. La décision et la communication est attendue mercredi soir. Jean-Marie Mercadal, Ophi Holding, était avec nous. Stéphane Déo, Ostrom Asset Management, et François Chollet, Montségur Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de l'ESG, comme souvent. Et j'aime bien qu'on rentre un peu dans les coulisses de l'ESG. ESG et Big Data. On en parle avec Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir. Bienvenue. Effectivement, j'aime bien que vous nous expliquiez comment une société de gestion comme Ociam, et comment vous regardez d'ailleurs la manière dont l'industrie de la gestion d'actifs se saisit de ces données ESG, puisque là, on parle de la donnée avec vous spécifiquement. On sait qu'on va avoir des masses de données ESG extra-financières, hein, je le rappelle, à analyser, à mouliner d'une certaine manière. Et évidemment, les outils de Big Data, l'intelligence artificielle vont être des outils très très précieux pour vous et les sociétés de gestion. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer justement de la manière dont tout ça va pouvoir fonctionner, Carmine? Tout à fait, oui. Les réglementations qui sont arrivées, sont en train d'arriver, qui vont impacter l'industrie de l'épargne, mais aussi les industries, donc les entreprises cotées, vont produire des masses de données qu'il faudra quelque part interpréter, analyser et du coup intégrer dans les gestions. Alors, quand il s'agit d'un indicateur, 2, 3, en général, on arrive à visualiser, donc on comprend, c'est un peu la beauté du cerveau humain. Par contre, le cerveau humain n'est plus du tout bon quand il s'agit d'aller chercher les grandes dimensions. Donc vous avez des centaines et des centaines ou des milliers d'indicateurs. Comment faire la part des choses entre ce qui est du vrai signal et ce qui est du bruit. Et du coup, donc, toutes les techniques qui sont utilisées historiquement ne fonctionnent plus du moment où on s'aventure dans le monde du big data, dans la mesure où chaque entreprise va être vue au prisme des ses métriques. Et là, vous avez des centaines de métriques. Donc, quelle métrique considérer? À quel niveau cette métrique va vous donner un signal positif ou négatif? Et donc, du coup, il faut déployer des techniques nouvelles, changer la perspective. Alors, en mathématiques, c'est souvent... on résout des problèmes en changeant les perspectives. Donc, plutôt qu'essayer de comprendre chaque indicateur un par un, essayons de imiter ce que le cerveau humain sait faire très bien. C'est de dire, partir de très peu d'indicateurs et définir un profil type, un pattern. Et donc c'est ça, quelque part, l'idée de l'intelligence artificielle. Donc répliquer des fonctions que pour nous, ils sont banales, typiquement distinguer des objets, alors que pour une machine, ils sont très compliqués. Sauf que les avancées récentes, en termes de puissance de calcul, en termes de disponibilité de données, font que ces algorithmes, maintenant, on peut vraiment les tester. On peut voir exactement à quel moment la machine peut être supérieure à l'homme dans ce genre d'analyse. Et dans le cas de l'ESG, c'est bien ce qu'on constate. Oui, d'autant que le monde de la finance et de la gestion d'actifs sait déjà utiliser ces outils, la big data et l'intelligence artificielle. Alors pour l'ESG demain, mais déjà pour analyser le marché, analyser certains comportements, essayer de mettre même en place, comme vous dites, des patterns, des schémas un peu prédictifs d'une certaine manière. C'est tout l'idée d'aller chercher une donnée qui est difficile à trouver, à exploiter, à interpréter, et des données même qui ne sont pas forcément liées, pas évidentes. Par exemple, ces dernières années, nous, on a vu l'essor de données qui sont facilement accessibles, toutes les données de valorisation, toutes les données de earnings, etc. Aujourd'hui, sur Google ou Yahoo Finance, vous pouvez tout télécharger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, ces données-là n'arrivent plus à vous donner un signal qui est déjà dans le marché. Ça n'a plus de valeur. Exactement. Donc, c'est ça. Ce qui avait valeur... Tout le monde a cette information en même temps. Comment on peut tirer du signal? Alors, il faut aller chercher des données nouvelles. Ouais. Alors, des données nouvelles sur des datasets alternatifs, ce qu'on appelle alternatifs, ça existe déjà, ça a été déjà utilisé dans des mondes un peu plus de hedge fund, etc. Alors, ça peut être des choses
plus ou moins rigolos. Alors moi, par exemple, j'aime bien des données qui essaient de voir, par exemple, surtout sur les marchés des commodities, des matières premières, où les bateaux qui transportent du pétrole y sont. Est-ce qu'il y a des blocages dans certains ports qui peuvent induire des mouvements de prix? Ou alors, par exemple, les plans de vol des dirigeants des entreprises. Mais attendez, sur les bateaux, moi, on m'a expliqué, parce que on peut même, avec la ligne de flottaison du bateau par rapport au niveau de la mer, imaginer à peu près ce que le bateau est en train de transporter, d'une certaine manière. Voilà, typiquement. Incroyable. Alors, typiquement, moi, ce que j'ai... Grâce aux satellites, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est les images satellitaires, quelque part, on arrive à les interpréter. Alors, une histoire assez intéressante, c'est il faut faire attention à comment ces outils et donc comment on les interprète. Je vais vous faire un exemple qui sur le marché américain. Donc typiquement, quand on veut analyser comment les gros supermarchés sont en train de fonctionner, donc on regarde les parkings, si le parking il est rempli ou pas. Alors le problème c'est que si vous le regardez le jour du Super Bowl ou des choses comme ça, donc vous voyez que le parking le remplit. Voilà, le signal que du coup ça va faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, il n'est peut-être pas forcément vrai puisque c'est lié à un facteur qui est un peu exogère, c'est un peu un one-off. Ouais. Donc du coup, les limites un peu de ces interprétations automatiques, il faut bien les prévoir. Alors il y a des exemples qui ont été même éthiquement très discutables. Alors j'en connais un qui est assez, alors on peut en rigoler mais c'est assez dramatique. C'est, vous voyez les chatbots. Ils sont entraînés sur des discussions entre les call centers et le client. Oui. Alors, une grosse entreprise avait entraîné ces chatbots sur des discussions qui avaient été lieu dans le Mississippi dans les années 50. Et donc, du coup, l'algorithme lui-même, il était devenu quelque part raciste à cause de la façon où il a appris. Donc, quelque part, c'est un peu la limite de ces algorithmes. De comment il faut le faire fonctionner. Il a repris les biais culturels du redneck américain Mississippi des années 50. D'accord. Nous, sous le pas forcément adapté au monde contemporain. Exactement. Donc nous, sous l'ESG, l'idée, c'est que on prend ce qui est de bien dans ce type de technologies qui aujourd'hui sont déployées un peu partout. Il suffit de regarder votre smartphone, il est rempli d'outils d'intelligence artificielle. Et quelque part, lui donner tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait faire dans le monde de la finance, donc comment interpréter, quel type de signal aller chercher, sans forcément lui indiquer la rue, mais on lui indique les grands principes. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qui n'est pas éthiquement acceptable, etc. Et donc l'idée, c'est comment on arrive du coup à extraire du signal à partir de données ESG qui deviennent encore une fois de plus en plus difficiles à analyser parce que pour chaque entreprise aujourd'hui, vous avez des centaines d'indicateurs. Quel type de données alternatives là dans le monde de l'ESG vont devenir des données intéressantes selon vous, Carmine? Sur la partie sociale, par exemple, ce qui est, on sait en discutant même avec les gens qui s'intéressent à ces thématiques, on sait que le social, le S du l'ESG, c'est toujours le plus compliqué parce qu'il y a des indicateurs faciles qu'on peut vraiment regarder dans les rapports annuels, typiquement le nombre de membres, alors ça peut être de gens féminines dans le board ou alors le turnover des salariés, donc ça c'est des choses qu'on peut lire. Par contre, si vous voulez avoir quelque chose qui vous donne une idée de la culture d'entreprise, ça vous n'avez pas une métrique bien ou pas bien. Donc il faut essayer de l'analyser avec des données un peu alternatives. Donc par exemple, ce qu'on peut regarder, ce sont... Alors, il y a beaucoup de bruit, donc il faut toujours faire la part des choses, mais par exemple sur Twitter ou sur des sites spécialisés dans lesquels les employés peuvent donner un peu une idée de s'exprimer. Et donc vous comprenez... C'est Glassdoor, c'est ça, le grand site. Voilà, par exemple. Donc l'idée, c'est mélanger plein de sources pour essayer d'arriver à quelque chose qui est de nature très qualitative, mais indéfinissable. La culture d'entreprise. Donc ça, c'est un exemple du S, mais on peut avoir des mêmes exemples sur le G ou sur le E. Par exemple, sur le G, on peut écouter, on peut lire les minutes d'une assemblée générale avec des intelligences artificielles, parce que souvent, c'est des documents... C'est des gros pavés, oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et essayer de comprendre, en lisant les minutes, essayer de comprendre, est-ce que c'était une AG dans laquelle il y a eu une vraie volonté de dialogue, ou alors c'était une AG plutôt compliquée. Ouais. Voilà. Ces technologies-là, nouvelles, vont devenir de plus en plus nécessaires pour la gestion d'actifs. Et ça veut dire, pour conclure, Carmine, parce que chez Ociam, en plus, vous êtes vraiment une société de gestion d'ingénieurs. Hein. Il y a des matheux. Non, mais c'est vrai, beaucoup de choses sont... c'est les ETF intelligents, le smart beta. Ça veut dire que l'ESG, finalement, va devenir une gestion systématique comme les autres ? Alors, je sais que probablement beaucoup de gérants un peu actifs vont devoir s'adapter à ce monde. Alors, il y a ceux qui ont des gestions qui sont très concentrées. Donc voilà, une vingtaine de titres en portefeuille qui connaissent leurs entreprises parfaitement. Le management, la culture d'entreprise, tout ce qui est difficilement captable, ils le connaissent. Ouais. En revanche, quand on essaie d'aller un peu au-delà et se dire, voilà, on veut construire un portefeuille mondial, global, actions américaines, japonaises.
c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse comprendre la subtilité de la culture corporate japonaise ou alors l'approche sociale d'une entreprise américaine. Donc du coup, on voit que... Et de l'autre côté, on va avoir cette donnée-là qui est disponible maintenant, qui va être de plus en plus mandatory, comme on dit. Et obligatoire. Oui, et donc ça, c'est la réglementation. C'est là que le signal va pouvoir être retrouvé. Et donc du coup, voilà, ça dépend du type de gestion. Si vous faites des gestions concentrées, un bon analyste, en général, est capable de lire et comprendre. Pour des gestions plus diversifiées, on ne peut pas s'en passer. Merci beaucoup, Carmine, pour cette mise en perspective. Le big data, évidemment, qui sera un outil clé pour la gestion ESG, l'analyse ESG, la gestion ESG. Voilà, filtrer les bruits, identifier les signaux, tout ça, ce sont l'outil informatique aura évidemment toute sa légitimité dans cette stratégie-là. Merci beaucoup, Carmine Defranco, qui est avec nous dans le dernier quart d'heure ce soir de Smart Bourse, le responsable de la recherche d'Ociam, avec nous ce soir. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.